Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Thierry Billard. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont et vous publiez chez Perrin une biographie du président Paul Deschanel, donc Paul Deschanel, le président incompris. Paul Deschanel est enterré au cimetière du Montparnasse et son épitaphe résume très bien sa carrière. Il est noté qu'il a été président de la Chambre des députés, président de la République, membre de l'Académie française et membre de l'Académie des sciences politiques et morales. Pourtant, celles et ceux qui le connaissent aujourd'hui ne le retiennent pas pour ça. On le retient parce que c'est un président qui est tombé d'un train, en pyjama. C'est quoi cette histoire ? On le retient quand on connaît Paul Deschanel et quand le nom évoque vaguement quelque chose. Donc quand je me rappelle quand j'ai travaillé sur cette biographie, quand j'évoquais son nom, où les gens confondaient avec la sauce Béchamel, ou des fois avec Coco Chanel, mais c'est quand même un nom qui a été perdu au fil du temps. Et les personnes qui effectivement connaissent un petit peu l'histoire de la Troisième République et celle des présidents de la République se souviennent de Deschanel véritablement presque pour deux lignes dans un livre d'histoire plus général. Ça y aurait été mon cas quand je me suis intéressé à ce sujet-là. C'est effectivement le président de la République qui a battu Clémenceau donc en 1920 à l'élection présidentielle et qui, 7 mois plus tard, au lieu de faire un mandat de 7 ans, démissionne. Et pourquoi il démissionne ? Parce qu'il a été malade, parce qu'il est tombé d'un train au printemps 2020, et dans l'esprit de beaucoup de gens ensuite, on a considéré qu'il était fou. Enfin, en tout cas, on a dit qu'il était fou. Certaines personnes l'ont colporté, mais je pense qu'on y reviendra. L'épisode du train, c'est assez simple. Si je peux utiliser l'expression, c'est un terme médical, et vous connaissez bien la médecine. On appelle ça un syndrome d'Elpenor. Je résume. Paul Deschanel est en voyage officiel pour aller inaugurer une statue à Montbrison, la statue d'un soldat qui est mort durant la Première Guerre mondiale et qui a été député. Paul Deschanel a été président de la Chambre des députés de 1912 à 1920, donc en pleine Première Guerre, en pleine Grande Guerre, et c'était une période qui a été très intense, il faisait toutes les oraisons funèbres, etc. Donc quand il est élu président, il estime légitime, normal, d'aller rendre hommage à différentes personnalités, dont ceux défunts, ce héros de la République. Il est dans le train officiel, c'est un convoi spécifique, c'est pas un train comme tout le monde, un convoi spécifique, avec notamment une particularité, donc le voyage se fait de nuit pour arriver le matin, pour commencer à faire les différentes cérémonies. Une particularité du train et du wagon présidentiel, et de la chambre du président dans le wagon présidentiel, c'est qu'il y a des fenêtres qui sont assez basses, parce que le président doit pouvoir saluer la foule, quel que soit le président, c'était pour tous pareil, doit pouvoir saluer la foule quand le train passe dans un village ou une ville. Et d'autres particularités de cette fenêtre, c'est qu'elle est avec un système à guillotine. Vous savez, c'est comme on a peut-être connu dans les années 70, où il y avait une fenêtre qui se baissait. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de fenêtre qui s'ouvre, à l'époque, ça existait. On est en pleine nuit, Paul Deschanel est déjà fatigué, on y reviendra je pense, déjà fatigué, un peu dépressif. Il a pris pour dormir un médicament durant la nuit et il se réveille, mais dans un état de semi-conscience. On appelle ça un syndrome d'Elpenor. Il se réveille, il va pour abaisser la fenêtre pour prendre l'air, il y a un chaos sur la voie, il tombe sur la voie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il tombe inconscient, mais il se réveille sur le ballast en étant conscient de qui il est et de ce qui lui arrive. Alors après, l'histoire est un peu connue, il marche effectivement sur le long de la ligne de chemin de fer, on est quand même en pleine nuit, il est en pyjama effectivement, il marche dans la ligne de chemin de fer, il y a un cheminot qui entretient la voie, qui le trouve, on l'amène chez un garde-barrière qui s'appelle monsieur Rado, et là il déclare « je suis le président de la République ». Évidemment, le garde-barrière et son épouse lui disent « oui, moi je suis la reine d'Angleterre », c'est une phrase exacte d'ailleurs, et on le couche. Pendant ce temps-là, le train poursuit sa route, et il y a quand même des signaux qui sont lancés, puisqu'un télégramme est envoyé aux autorités pour dire quelqu'un qui se dit président de la République est tombé du train. Alors évidemment, les autorités, les services d'ordre n'y croient pas une seconde. On va faire une vérification à l'intérieur du convoi officiel. Tout le monde est là. Mais évidemment, personne ne va vérifier dans la chambre du président, dans la cabine du président, s'il est toujours là. Et on s'en aperçoit ensuite. Oui, vous dites, il y a 54 passagers, 53 sont réveillés, et sauf le président. Sauf le président, exactement. Et on s'en rend compte quelques heures après. 2 heures après.
Alors évidemment, donc, quand on s'en rend compte, branle-bas de combat, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, on va trouver le président, qui est en pleine forme, il a des égratignures, etc. Pour la petite histoire encore, et cette histoire-là aussi est vraie, l'a interrogé, l'épouse du garde-barrière a expliqué, j'ai bien vu que c'était quelqu'un d'important parce qu'il avait les pieds propres. Et effectivement, à l'époque, c'était pas forcément ce qui était le plus fréquent dans l'esprit de beaucoup de gens. Paul Deschanel, il n'a pas de séquelles, en tout cas il s'est juste égratigné, mais il a retrouvé toute sa conscience, etc. Je vous parlais tout à l'heure du syndrome d'Elpenor, ça a été étudié dans les années 50 par un médecin qui s'appelle le docteur Logre. Le syndrome d'Elpenor, c'est en fait quand on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, une sorte de réveil incomplet, donc c'est pas du somnambulisme, mais ça pourrait s'en rapprocher, et souvent, en plus comme là c'est accentué par un médicament, et donc on a un état de désorientation, et ce qui peut faire qu'on a des gestes qui ne sont pas normaux, mais en fin de compte on se rend pas compte de ce que l'on fait ou ce qui arrive. Donc on découvre que Paul Deschanel est tombé du train, les autorités, etc. Il reprend un autre train pour aller à Paris, et pour la petite histoire, il propose de démissionner. Il voit le président du Conseil, qui est Alexandre Millerand, qu'il n'a pas désigné. C'est important aussi, parce que comme il a succédé à Poincaré, c'est pas lui qui a désigné le président du Conseil, alors que d'habitude c'est le président de la République qui décide. Alexandre Millerand refuse qu'il démissionne, lui disant qu'il va se reposer. Mais évidemment, dans la presse de l'époque, le communiqué étonne, parce que c'est quand même pas n'importe quoi, il y a des chansonniers qui commencent à s'en emparer, etc. On ne dit pas à l'époque qu'il est fou, comme on le dira plus tard, mais c'est quand même quelque chose de surprenant. Et pour lui, psychologiquement, pour Paul Deschanel, qui a fait toute sa carrière avec la volonté, le désir de devenir chef de l'État, avoir un accident au bout de quelques mois, alors qu'il a un tel accident qui est objectivement un peu ridicule, et il le ressent comme ça, est un véritable traumatisme qui va accentuer le mal qu'il commence déjà à avoir, en tout cas la dépression qu'il commence déjà à le gagner. Oui, on va en parler, donc finalement ça... C'est le premier élément qui va le conduire à démissionner au bout de 7 mois au lieu de 7 ans. Mais votre livre ne parle pas que de cet épisode, bien entendu, ne parle pas non plus que de la présidence ou même de la vie politique de Paul Deschanel. En fait, c'est un livre qui parle de la Troisième République depuis ses débuts, puisque le père de Paul Deschanel, Émile, qui était écrivain et futur député et sénateur, est exilé par Napoléon III, auquel il s'opposait, et Paul Deschanel naît en Belgique. Et d'ailleurs, c'est le premier des enfants des opposants nés en exil, et Edgar Quinet le qualifie de premier-né de la proscription. Et quand il rentre à Paris, il a 4 ans. Est-ce que il a des souvenirs de cette enfance? Est-ce que ça va le marquer dans ses choix politiques? En fait, si vous voulez, moi je trouvais intéressant, comme vous le disiez tout à l'heure, l'histoire de Deschanel, de lignes dans un livre d'histoire grand public. Ça m'intéressait, en plus dans le cadre d'une biographie, de savoir d'où il venait, quel avait été son parcours. Effectivement, d'où il vient, être le fils des proscrits du 2 décembre. Émile Deschanel était vraiment un républicain engagé, obligé de partir, donc de quitter la France pour aller en Belgique suite à l'avènement de Louis-Napoléon, et donc de futur Napoléon III. Il baigne dans un univers complètement républicain. Il a comme parrain Victor Hugo, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, et tous ces républicains, c'est la République, la République, la République. Lui, c'est très vite, même si son père est un républicain, c'est quand même un républicain modéré par rapport à d'autres qui vont être plus à gauche pour caricaturer. Donc forcément, ça l'imprime. Forcément, dans sa vision de la politique, c'est important. Ce qui est important chez lui aussi, c'est que très tôt, son père est certes un républicain, mais c'est surtout un conférencier, c'est surtout un homme de lettres. Et donc cet autre aspect de l'exil et de la personnalité de son père va l'influencer. C'est-à-dire qu'à la fois, il va vouloir assez tôt faire de la politique ou faire de la littérature. Et au final, il va réussir à mélanger les deux. J'ai retrouvé effectivement, quand j'ai fait sa biographie dans les archives, une petite pièce de théâtre qu'il avait fait quand il était assez jeune, ses différents écrits, etc. Et on sent déjà... Alors, au début, c'est un gamin turbulent, puis après, il s'agit quand il fait ses études dans différents établissements, notamment à Paris. On voit déjà ce goût des lettres, mais aussi ce goût du débat et d'avoir même des jugements quelque peu péremptoires, vu son jeune âge, sur ce qui se passe en politique. Il y a quelques mots sur ce qui se passe en 1870, au moment de la débâcle de Napoléon III et de la France. Et c'est assez étonnant de voir comment il s'empare du sujet alors qu'il est très jeune. Mais très vite, il a effectivement ce goût de la politique, d'être son père est vraiment une personnalité très forte. Pour lui, il est vraiment dans la vénération de son père et dans la volonté d'aller plus loin que son père. Et il est poussé par son père dans cette carrière et politique et littéraire. Est-ce qu'il est, donc vous dites qu'il est admiratif de son père, mais est-ce qu'il y a une jalousie? Je pense pas du tout qu'il y ait de jalousie. Je pense que le père, au contraire, est très fier de son fils,
très fier de son caractère, très fier de ses résultats scolaires. Il y a vraiment une énorme affection entre eux. Ils n'ont pas arrêté. Alors ils ont des petits surnoms, Zoom, etc. Et avec sa maman aussi. Et il y a vraiment une admiration du fils pour le père, et au fur et à mesure aussi du père pour la carrière que son fils va faire. Le père va toujours aider, enfin en tout cas va très tôt aider son fils par ses contacts, par ses relations, à rentrer assez jeune après ses études. Il devient secrétaire quand même d'un président du conseil. C'est quand même pas n'importe quoi le cas. Pourquoi ? Parce que le régime a besoin de républicains, et son père étant républicain, il connaît déjà ce qu'on appelait plus tard la République des Jules. Tous les Jules, en fait, de cette époque-là, il les connaît, il les a fréquentés. Donc le père va être quelqu'un qui va le propulser. Lui est conférencier, Émile Deschanel, lui est vraiment un professeur important. Il ne rentre pas en politique, même si de temps en temps, il a essayé une fois et ça n'a pas vraiment réussi. Donc d'une certaine manière, il va, comment dirais-je, non pas miser, parce que c'est pas dit comme ça, ce serait présomptueux de le qualifier comme ça, mais il va pousser son fils pour poursuivre cette voie. Et son fils va à chaque fois franchir une étape supplémentaire par rapport au père. Paul Deschanel va terminer président de la République alors que son père n'aura été que, entre guillemets, député et sénateur. Et puis Paul va rentrer à l'Académie française, ce que son père n'a pas réussi à faire, alors que pourtant sa production littéraire était sans doute au moins aussi importante. Alors il y a un point où le père Émile surpasse Paul, c'est dans le nom des voies qui lui sont attribuées à Paris. Donc dans le 7e arrondissement, près de la Tour Eiffel, il y a une avenue Émile Deschanel et une allée Paul Deschanel. Comment ça se fait ça ? Alors ça se fait parce que l'histoire est assez touchante, qui montre bien effectivement l'admiration réciproque qui s'est transmise presque de génération en génération. L'avenue Émile Deschanel a été décernée, enfin en tout cas baptisée ainsi assez tôt, et Paul était très fier évidemment que son père ait une avenue. Quand Paul Deschanel est décédé, c'est ce que sa famille m'a raconté par la suite quand j'ai fait la biographie, il y a eu la volonté effectivement des autorités de donner une artère à Paul Deschanel. Et l'astuce avait été proposée de débaptiser l'avenue Émile Deschanel pour la baptiser Paul. Et ses héritiers n'ont pas voulu, auraient trouvé que ça aurait été pas sacrilège, mais en tout cas pas très digne. Et donc ils ont accepté de se contenter, entre guillemets, d'une allée. Mais je trouve qu'il y a presque un symbole là aussi dans tout ça, à la fois de la fidélité, de la filiation qu'il y avait entre eux. Et puis c'est quand même pas la même chose. Une allée, voilà, c'est moins prestigieux, c'est aussi peut-être le symbole que la fin de la vie du second, alors qu'on aurait pu penser que son parcours était plus réussi. Finalement, c'est terminé non pas en impasse, mais enfin pas loin. C'est très bien. Donc le père le pousse un peu au départ, l'aide à être nommé sous-préfet, et après quelques affectations, il va en fait être élu député d'Eure-et-Loir à l'âge de 30 ans, et Nogent-le-Rotrou va être son fief pendant 34 ans. Et vous colligez dans le livre ces résultats électoraux qui sont impressionnants. Et puis vous dites aussi que le fait qu'il ait été réélu confortablement, ça va l'aider en fait dans la mise en place de sa politique, parce que il n'a pas, contrairement à d'autres de ses contemporains, la hantise d'être battu, et donc il va pouvoir se concentrer sur les enjeux nationaux. Il a en fait avec sa circonscription de Nogent-le-Rotrou un véritable bastion. La première fois il se présente en 1881, grosso modo républicain modéré, il a face à lui un républicain radical beaucoup plus agressif, et il ne réussit pas à le battre. Ce monsieur s'appelle Gatineau. Il décide ensuite d'aller sur une autre circonscription en 1885 aux autres élections, et cette fois il gagne, et après il va s'ancrer vraiment sur Nogent-le-Rotrou, c'est le Perche qui est à la mode en ce moment, et au fur et à mesure des élections législatives et des différents scrutins, à chaque fois il se fait élire. Avec quand même une particularité assez incroyable, il n'a pas de permanence locale. Oui, il a des gens qui apprécient son côté modéré. Alors lui dit ni réaction ni révolution. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait en même temps. En tout cas, il y a quelques points communs. Ce qui n'empêche pas de batailler, etc. Pour défendre ses idées. Mais il n'a pas de permanence locale. Il n'habite pas sur place. Oui, il n'habite qu'à Paris. C'est assez incroyable. Il habite à Paris. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est ce qui va devenir sa force. C'est-à-dire qu'au début, donc, il s'ancre, il va parcourir son territoire, il va aller inaugurer, rencontrer les gens. Et au fur et à mesure, comme il va devenir une personnalité politique nationale, ça va non pas ruisseler, pour reprendre une autre expression récente, mais en tout cas, cette notoriété-là va conforter son assise. Et il réussit à passer à travers toutes les gouttes, tous les soubresauts qu'il peut y avoir dans la vie politique, parce qu'il a ce bastion.
À la rentrée parlementaire de 1893, il annonce la naissance du progressisme. C'est lui qui est à l'origine du terme? Non, en fait, alors, il utilisait le terme dans différents discours. Ils sont plusieurs. Le progressisme, c'est, après, donc, vous savez que le début de la Troisième République, c'est plutôt une république, on instaure la République, mais c'est plutôt les monarchistes qui tiennent les rênes, et puis MacMahon, etc. Ensuite, effectivement, il y a eu la volonté d'ancrer un peu plus la République dans le pays et d'être aussi apprécié des autres pays, en l'occurrence, parce que que ce soit les royautés qu'il y a autour de la France voient mal cette idée de la République. Tout le monde a les souvenirs de la Révolution française. Donc il faut aussi la faire aimer, etc. Et Deschanel, mais avec d'autres, avec des personnalités comme Charles Dupuy, des personnalités comme Félix Faure, qui deviendra président de la République, des personnalités comme Casimir Perier, qui est aussi président de la République, comme Poincaré, etc., veulent inventer ce qu'ils appellent le progressisme, c'est-à-dire une sorte de centrisme, on dirait aujourd'hui, entre les radicaux trop à gauche et plus en trop encore quand les socialistes arrivent, et justement les monarchistes et les nationalistes dont ils ne veulent pas. J'appelle ça effectivement un centrisme, comme on dirait désormais. Donc ce progressisme, c'est ni réaction, ni révolution, ni retour en arrière, ni nationaliste, ni monarchiste, ni révolution comme les socialistes ou comme certains veulent faire. Donc des idées ouvertes, sur des questions sociales, sur des questions internationales, sur les institutions, mais pas non plus de retour en arrière et ancrer le régime. Alors le progressisme, c'est ça, c'est apporter du progrès sans l'imposer, et ça va être de 1893 jusqu'à 1900, 1902, effectivement, le pôle politique, avec un seul inconvénient, et on le voit dans d'autres centrismes, c'est que, il y a des figures, mais que les figures, elles sont un peu autonomes, elles sont un peu toutes seules. Oui, on s'allie pour faire des meetings, mais c'est pas un vrai parti structuré. Donc en fait, chacun à un moment va vouloir tirer la corde à soi. Il n'y aura jamais de chef réel, en tout cas de chef politique comme on l'entend aujourd'hui, de ce progressisme. Donc, il y a des figures, il y a des personnalités qui qui se regroupent sur certains thèmes, mais il n'y a pas de chef de parti comme on les connaît chez nous. Donc ce progressisme arrive à un moment où finalement la République n'est plus menacée. En tout cas, elle paraît stable. Et donc, effectivement, vous le dites, on peut commencer à se consacrer au progrès de la société. Et donc, est-ce qu'il y a un corpus idéologique commun à tous ces personnes, même s'il n'y a pas de parti organisé, ou est-ce que c'est simplement ceux qui ne sont ni socialistes ni monarchistes qui s'appellent progressistes? J'aurais tendance à répondre au le deuxième choix, parce que, alors ils ont des corpus communs, ils ont des idées communes, tous ces progressistes sont grosso modo pour le changement du mode de scrutin aux élections législatives. Ils défendent beaucoup une proportionnelle. Après, il y a différentes options dans la proportionnelle, parce qu'ils estiment que la Troisième République a essayé beaucoup de scrutins différents. Il y a eu beaucoup, mais ça donnait pas les majorités, etc. Ils sont conscients que c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué de changer de gouvernement et de président du Conseil aussi souvent, que les majorités parlementaires soient aussi fragiles. Ils sont pour ce qu'on appelle à l'époque la question sociale. Donc ils sont pour apporter des progrès sociaux, des lois sociales aux gens, sans pour autant, ils sont par exemple pour le syndicalisme, mais pas pour le syndicalisme révolutionnaire. Ils sont pour apporter une protection sociale avec le mutualisme, la mutualité, etc., mais pas, alors évidemment personne n'a encore l'idée de la sécurité sociale. Il est par exemple, Deschanel, il est pour le droit de vote, des femmes. Il y a des tas de sujets comme ça qui sont des sujets politiques, de société, sur lesquels ils se rassemblent. Ils ont vraiment des points communs. Puis après, il y a des différences. Alors, par exemple, il est pour l'impôt sur le revenu, Paul Deschanel, ce qui à l'époque est un des grands débats qui divise nombre de partis. Après, sur les questions plus patriotiques, de défense du régime, on va voir, notamment avec l'affaire Dreyfus et la suite des répercussions de l'affaire, quand même quelques tiraillements apparaître entre eux. C'est vraiment pour moi une période charnière concernant le progressisme. Et pour terminer sur les institutions, on peut même dire, alors je ne sais pas si le mot existait à l'époque, mais que Paul Deschanel est un constitutionnaliste. Il propose même des idées originales. Par exemple, il propose la création du poste de vice-président. Il propose à un moment que les ministres d'un cabinet ne puissent pas faire partie du cabinet suivant en cas de démission. Mais il ne met jamais, on a l'impression, suffisamment d'énergie ou d'envie peut-être pour que ces idées théoriques aboutissent en pratique. Je crois que Paul Deschanel est effectivement un théoricien. Certes, il est les moins dans le cambouis, dans les bulletins électoraux, puisqu'il se fait élire. Certes, il est un des grands orateurs, avec Jaurès, etc. Il est considéré comme un des grands orateurs du Palais Bourbon. Mais il est qu'orateur, si j'ose dire.
Donc il développe des idées, il bataille contre Jaurès, contre d'autres. Mais dès qu'il est question de faire quelque chose de plus concret, dès qu'on lui propose par exemple de devenir ministre, et plus tard président du Conseil, il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une stratégie, il estime que, vu la nature du régime et la nature dont celui-ci a évolué, notamment les pouvoirs du président de la République dépouillés de leur réalité, si un jour il veut devenir président, et c'est vraiment ce qu'il a envie, il ne faut pas qu'il se mêle de choses qui pourraient lui nuire. Résultat, tous les postes de ministère qu'on lui propose et de présidence du Conseil qu'on lui propose, c'est-à-dire de Premier ministre, il les refuse. Parce qu'il se dit, sinon, comme ce sont les parlementaires qui m'élisent, je risque d'avoir des ennemis, donc ils vont pas m'élire. Ce qui est une vision assez particulière. Et donc, mais en même temps, il a effectivement une réflexion sur les institutions. Vous avez dit quelques-unes de ces suggestions. Mais par exemple, sur le rôle du président de la République, qui est essentiel à l'époque, donc quand on regarde la Constitution, le président peut faire beaucoup plus de choses qu'il avait réellement le droit de pratiquer lorsqu'il est en fonction. Donc Paul Deschanel explique, mais il suffit qu'il y ait des présidents suffisamment forts qu'il y ait suffisamment d'autorité pour influencer, pour diriger, etc. Ça, c'est le revers de la médaille, parce que, ok, on peut dire ça, mais il faut qu'aussi, de l'autre côté de la table, où le président du Conseil, où les ministres acceptent la vision et l'autorité de ce président. Et puis, il y a d'autres voix, d'autres présidents de la République qui ont été à sa place avant qu'il soit élu en 1920, qui ont dit eux-mêmes qu'ils n'avaient pas la marge de main-d'œuvre qu'ils pensaient avoir. Casimir Perier... Qui a démissionné avant lui, d'ailleurs. Casimir au bout de 6 mois et pas de 7 mois. A démissionné avant lui parce qu'il n'arrivait pas à agir. Quand Poincaré est élu en 1913, lorsqu'il part en 1920, il l'a dit plusieurs fois, et il l'a dit à Deschanel, puisqu'ils sont proches, il lui a dit, mais je ne peux pas agir. Donc il y a en fait un hiatus chez lui. C'est pour ça que je vous dis que vous avez raison, c'est un homme de théorie, c'est un homme de parole, de propos, un orateur. Alors c'est typique aussi de cette Troisième République. Il a une vision un peu idéaliste, il a une vision un peu littéraire. Comme papa, si j'ose dire, littéraire du régime et des institutions. Il ne veut d'ailleurs tellement pas se fâcher avec les députés qui donc l'éliront à la présidence de la République que non seulement il va refuser d'être président du Conseil à 2 reprises pendant la Première Guerre mondiale, mais en plus il va demander au président de ne pas divulguer ça, pour ne pas dire qu'il fuit les responsabilités. Il y a 2 explications à ça. Quand effectivement Poincaré à 2 reprises lui propose de devenir président du Conseil, parce qu'il est élu Deschanel président de la Chambre à chaque fois avec de très beaux scores, à l'époque il y a une élection tous les ans. Il est élu 11 fois. 11 fois, effectivement, avec des scores... un certain talent. Des scores assez importants. Et pour Paul Deschanel, je pense qu'il y a 2 explications, et qui sont toutes les 2 vraies. Il explique à Poincaré, mes scores, lorsque je suis élu avec de tels scores à la présidence de la Chambre, ce n'est pas parce que j'ai des partis derrière moi que j'aurai une majorité, mais c'est parce qu'on considère que mon travail de président de la Chambre est équanime. Et je fais parler tout le monde, je suis un très bon arbitre, je reçois tout le monde, je fédère tout le monde, etc. Ce qui n'est pas la même chose que de prendre des décisions lorsqu'on est président du Conseil. C'est pas forcément faux. Il y a une logique électorale, en tout cas, dans ce qu'il dit. Le seul problème, effectivement, c'est que à refuser d'être disons Premier ministre, enfin en tout cas d'être président du Conseil, il ne veut pas il demande 2 fois à Poincaré de ne pas révéler qu'il a proposé ça parce qu'il a peur justement de paraître comme lâche. Donc en fait, déjà il commence à être entre guillemets pris au piège par son ambition et par cette volonté de ménager tout le monde, en tout cas de ne déplaire à personne. Il avait essayé d'être élu avant 1920. Comme président de la République, oui. Alors son nom a circulé. Alors à l'époque, il y avait plein de tractations au préalable. Son nom avait un petit peu circulé avant la fin je me rappelle plus la date. Avant la fin du 19e. En 1913, là, vraiment, il a été élu à l'Académie française, c'est vraiment, il est président de la Chambre, un président sortant, donc c'est vraiment une des figures. Et son nom, effectivement, a commencé à circuler. Lui-même commence à y croire, jusqu'au jour où Poincaré annonce qu'il a envie d'y aller. Poincaré a été ministre plusieurs fois, donc il a plus de soutien. D'ailleurs, il en a un peu voulu à Poincaré de se présenter parce qu'il considérait que c'était son moment, 1913, que c'était son tour arrivait, etc. Et quand arrive 1920, là il croit encore que c'est son tour et que tout d'un coup se dresse la figure tutélaire du père La Victoire de Clémenceau, il se dit il se dit ça va encore me passer à côté. Mais on voit dans le livre et dans les archives qu'il a beaucoup plus agi qu'il aurait pu le laisser croire. Oui, il est convaincu au fond de lui d'être fait pour être président de la République. C'est-à-dire, comme il était président de la Chambre, cet arbitre qui va orienter,
qui va influencer, qui par sa personnalité et son aura va inciter tel ou tel président du Conseil, tel ou tel ministre à agir dans le sens qu'il souhaite. Et vous l'avez dit, donc la Troisième République, c'est un système parlementaire. L'essentiel du pouvoir est aux mains du président du Conseil. Et quand il est élu en 1920, on va parler de la campagne qui l'amène au pouvoir, il tombe de haut. Et il se rend compte qu'il a un rôle de conseil, de représentation, mais très peu de décision. Alors même s'il n'a jamais été ministre ou président du Conseil, comment finalement arrive-t-il à être autant aveuglé? Il se méprend complètement sur le rôle du président. C'est étonnant, ça. Non, je pense pas qu'il se méprenne sur le rôle du président. C'est un des grands débats politiques de l'époque, de quel est ce rôle du président. Et donc, quand c'est une des nombreuses questions que plein d'hommes politiques d'alors veulent changer. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il faut appliquer les textes. Et j'ai fait aussi une biographie de Félix Faure, et on voit que Félix Faure, alors que c'était pas non plus un ministre important, lorsqu'il est président de la République, il a influencé, il a essayé d'orienter sur certains domaines. Donc tous les présidents veulent revenir aux origines des institutions et au fait que c'est pas parce qu'il y a eu MacMahon, c'est pas parce qu'il y a eu effectivement c'est pas parce qu'il y a eu une tradition qu'on ne peut pas revenir à la réalité, à l'esprit de la Constitution. Il y a l'esprit, il y a la lettre, et puis il y a ce que la vie politique ou l'histoire en fait. Et beaucoup d'hommes politiques à l'époque veulent, dans un débat, dans les différents débats, revenir à cette lettre-là. Donc il est d'une certaine manière dans une certaine continuité, une logique. Le problème, c'est qu'entre la continuité de la logique et le débat théorique et le concret, c'est-à-dire je deviens président de la République et j'ai face à moi des ministres, il faut avoir les moyens et l'autorité pour y arriver. Dans les événements qu'il a connus, il y a eu l'affaire Dreyfus, vous l'avez esquissé tout à l'heure. Comment vous le positionnez? Vous dites qu'il est anti-Dreyfusard, mais pas contre l'homme ou par antisémitisme, mais parce qu'il place en fait la raison d'État au-dessus de tout. Comme beaucoup d'anti-Dreyfusards au début, il y a eu effectivement les premières consciences qui se sont élevées ont été vraiment des gens qui connaissaient le dossier, qui savaient que c'était une injustice, qui savaient que tout était monté de toutes pièces. Mais dans l'opinion et chez beaucoup d'hommes politiques, hormis des grandes figures comme Jaurès, qui beaucoup étaient gênés et étaient anti-Dreyfusards parce que on n'avait pas le droit de toucher à l'armée. Oublions pas que la France a été battue par la Prusse en 70. Donc il y a toujours ce côté, la revanche, on ne touche pas à l'armée, c'est elle qui va nous sauver, qui va permettre d'avoir la revanche, etc. Et les nationalistes, en plus, sur l'Action française et d'autres, ont agité ça pendant des années. Donc Deschanel, quand il voit tout ce qui se passe, d'abord il perçoit, vraiment comme beaucoup de politiques de l'époque et de centre, il faut pas qu'on touche à l'armée. Et toute cette polémique, tous ces harangues de presse, etc., sont perçus comme, tiens, on ose toucher à l'armée alors que c'est le socle du régime. Et puis il voit, lui, il y a une note d'ailleurs, je crois, une note dans le livre, où quelqu'un rapporte des entretiens avec lui sur l'affaire Dreyfus, on lui demande de se positionner sur ça, il est président de la Chambre, en plus il ne veut surtout pas, là encore, dans sa logique de vouloir être arbitre, de ménager tout le monde. Il essaie de pas prendre parti. Il essaie de pas prendre parti pour pas être contesté comme président de la Chambre, puisque sans perchoir, il est arbitre dans son esprit. En fait, ce qu'il craint aussi dans l'affaire Dreyfus, il craint qu'il y ait des influences de pays étrangers, que l'Angleterre, que l'Allemagne, etc., que certains en profitent pour vouloir fragiliser la République. Alors ça n'a pas du tout ça. Donc il a une vision un peu extérieure des choses. Donc je pense qu'il est effectivement mais dans ses archives, j'ai rien trouvé de précis sur ça. Et je pense qu'il est anti-Dreyfusard par peur effectivement de voir le régime attaqué, et non pas parce qu'il croit que Dreyfus est coupable. C'est pas du tout la même chose. Et là, c'est toute la complexité de l'affaire Dreyfus. Vous avez parlé de ses relations avec les pays étrangers. C'est peut-être une facette de sa carrière qu'on connaît moins, mais il était très impliqué dans les affaires étrangères. Avant que ça devienne le carré réservé du président de la République, il a beaucoup voyagé. Et d'ailleurs, 10 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il avait compris en fait que les Balkans étaient une poudrière et que la place de l'Autriche notamment était très sensible et pouvait déclencher un conflit en cascade. C'est un des rares hommes politiques de cette époque à connaître l'étranger. Il a beaucoup voyagé, il est allé dans différents pays. Très tôt, il a commencé à faire des livres justement sur la Prusse, etc. Et en disant, il faut comprendre leur état d'esprit pour comprendre comment ils se comportent avec nous et pour mieux ou lutter contre ou se positionner. Et effectivement, il a beaucoup voyagé. On a même à une époque proposé qu'il devienne ambassadeur, je crois que c'était en Russie, parce qu'il avait une figure, il avait une connaissance des différents pays. Là encore, une connaissance un peu théorique par moment, mais au moins, lui, sortait des frontières. Et effectivement, à partir justement du tournant du siècle 1910,
c'est un des politiques qui s'intéresse à la politique étrangère et qui a cette prescience de voir que le jour, dans les équilibres, le jour avec tous les jeux d'alliance qu'il y a entre la France, l'Angleterre, les différents pays, de l'autre côté la Prusse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, etc., que s'il y a un verrou qui saute, s'il y a un maillon de la chaîne qui flanche, ou du domino, ça fait effet domino. Et c'est une des choses qu'il reprochera au traité de Versailles, l'affreux traité de Versailles, dans son esprit, c'est que l'Autriche-Hongrie a été dépecée alors qu'elle était écartelée, divisée et fragilisée, alors qu'elle était le moyen, selon lui, d'équilibrer par rapport à la puissance de l'Allemagne, et même par rapport aux relations avec la Russie, etc. Il y avait vraiment toujours ce regard et cette conscience que la République ne pouvait exister, ne pouvait durer, que si primo elle continuait si elle avait une politique étrangère de continuité avec les régimes précédents. C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas une politique étrangère de la République différente par principe de ce que la monarchie avait fait, mais au contraire, il fallait cette continuité parce que c'est la continuité de la France et pas d'un régime. Le traité de Versailles, c'est un des points qui le différencie de Clémenceau. Clémenceau qu'il avait affronté en duel en 1894 et Paul Deschanel avait été blessé au visage, pas très loin de l'œil. Vous considérez que c'est son grand rival ou c'est un des rivaux ? Je pense, étrangement, j'arrive pas à trouver vraiment de grands rivaux à Deschanel. Mais parce que justement, il est dans cette posture un peu à côté, au-dessus ou extérieur. Alors, il ne s'aimait pas avec Clémenceau. Mais Clémenceau n'aimait pas grand monde. C'est ce qui est d'ailleurs réjouissant avec le recul, pour nous, qui ne sommes pas ses victimes. Mais quand on regarde il y a un très bon dictionnaire Clémenceau qui a été publié. Quand on regarde les différentes biographies de Clémenceau, il y a peu de gens qui l'aiment. Et dans ces tribunes, dans ces éditoriaux de la justice à une époque, plus les propos qu'il a les uns sur les autres, il tacle Poincaré, il tacle Briand, enfin tout le monde en prend pour son grade, parce qu'il a cette verve formidable, parce qu'il a ce sens de la méchanceté, qui sont réjouissants avec le recul. Alors effectivement, il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas parce que je pense que Clémenceau est un homme d'action dont les idées sont opposées à celles de Deschanel, et puis c'est quelqu'un de sanguin. Deschanel, je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'il peut aimer, ce côté mondain, ce côté homme de lettres, ce côté je fricote aussi avec la monarchie, et puis je me mouille pas trop. Clémenceau, c'est exactement l'inverse. Donc, effectivement, il ne s'aime pas. Il y a l'épisode, vous avez raison, de 1894 pour une histoire un peu bête d'attaque au Parlement, de rivalité entre eux. Et Clémenceau est un très grand bretteur, donc ils se battent effectivement à l'épée. C'est amusant parce que il y a le récit qu'en fait Clémenceau du duel et le récit que la presse adversaire de Clémenceau en fait, c'est évidemment pas les mêmes résultats. Deschanel est forcément félicité par tous ses amis, Clémenceau par tous les siens. Bon, c'est presque un fait d'armes, si je dois faire ce mauvais jeu de mots, parce qu'on se bat effectivement au sabre. Et effectivement, la rivalité Clémenceau-Deschanel va se retrouver tout au long de la carrière, et il va avoir son apogée au moment de l'élection présidentielle de 1900. On va en parler. Alors, je fais un petit aparté, parce que vous avez parlé du côté mondain de Deschanel, et je ne savais pas comment placer cette question-là. Effectivement, c'est un grand séducteur. On voit sur la photo de la couverture du livre son bel aspect avec la moustache officielle de la Troisième République. Et puis, il va se marier seulement à l'âge de 46 ans. On lui connaît pas forcément avant de grande histoire. Je me suis demandé s'il n'avait pas été soupçonné d'homosexualité. Parce vous le dites jamais dans le livre, mais au vu de ses fonctions et de ses responsabilités, tout le monde s'étonne qu'il n'ait pas été marié plus tôt. Je me suis posé la question. Il y a même quelques pamphlets ou articles qui sont limites sur ce sujet-là. Après, j'ai aucun moyen de dire est-ce qu'il est homosexuel ou pas. Est-ce qu'il s'est marié tardivement parce qu'il fallait parce qu'il avait trouvé la bonne personne, etc. On lui a quand même prêté régulièrement des histoires avec différentes femmes, alors avec des comédiennes, avec Thérèse Habert. Vous vous souvenez de cette histoire? Donc Thérèse Habert fait croire qu'elle a un héritage qui doit arriver des États-Unis, qui va revenir, etc. En fait, c'est une escroquerie, et elle obtient des prêts de tout le monde vient dans ses salons, etc. Et dans ces salons, Deschanel était invité de ces salons, et on a même failli la presse à l'époque les mariait, et je pense que c'est possible qu'on les marie jusqu'au moment où il a renoncé. Mais effectivement, sur certaines accusations, notamment proférées par la presse, alors ça pouvait être aussi des accusations parce qu'il était célibataire, parce qu'il avait le goût de s'habiller alors que beaucoup de républicains n'étaient pas bien mis, comme on disait à l'époque. Et ce goût de s'habiller, il a toujours eu. On retrouve d'ailleurs dans ses lettres d'enfance qu'il a toujours été très soucieux de sa façon d'être très élégant. Voilà. Mais j'ai pas le moyen de dire qu'il était homosexuel.
Donc il finit quand même par se marier avec Germaine Brice, qui est la fille d'un député millionnaire d'Ille-et-Vilaine. Et puis là, c'est marrant parce que sa principale fonction à son épouse, vous le dites à un moment, c'était d'organiser les réceptions de son mari. Mais pourtant, il n'était pas misogyne puisqu'il était plutôt en faveur du droit de vote des femmes. C'est l'époque. Ouais. C'est vraiment à l'époque. Les personnalités politiques à l'époque, c'était souvent effectivement leur épouse qui avait ce rôle de, effectivement, de secrétaire, de diplomate, de dame de compagnie, je caricature, pardon, même dame, excusez-moi. Ouais. C'était souvent effectivement ce rôle-là. Les présidents de la République de l'époque, quand ils venaient à l'Élysée avec leur compagne, celle-ci était celle qui ordonnait les visites, etc. Et quand il y a eu un président de la République qui était célibataire ou qui était divorcé, ce qui est arrivé, c'était des scandales pour l'époque. Alors si on revient à la campagne présidentielle de 1920, où il bat Clémenceau, on a l'impression, alors vous le dites pas comme ça, mais que la campagne faite par les députés était plutôt une campagne contre Clémenceau que vraiment pour Deschanel. Oui, je pense qu'on peut le résumer comme ça. En fait, les deux vont de pair. Oui, c'était contre Clémenceau parce que, comme on disait tout à l'heure, il a tellement passé son temps à dire du mal de X ou Y que beaucoup ont eu envie de lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Il y avait aussi des politiques qui savaient, notamment comme Aristide Briand, tellement Clémenceau le détestait que lorsque lui serait président, jamais Briand ne serait appelé à devenir président du Conseil. Donc il s'est fait quand même tout au long de sa carrière beaucoup d'ennemis. Deschanel, lui, s'est pas fait d'ennemis. Il s'est fait, pas suffisamment. Et puis c'est quelqu'un qui parle bien, qui est courtois, qui sait recevoir avec son épouse et au-delà, qui a des bonnes relations avec des tas de pays. Donc il y a ça. Alors certes, il n'a pas gagné la guerre, c'est de la même manière que Clémenceau, qui est le père de la victoire. Mais à un moment, on l'appelle le père de la victoire comme un père, et après, juste après la guerre, le traité de Versailles, c'est le père de la victoire, PERD. Donc il a beaucoup, dans le cadre du régime et dans le cadre des pratiques institutionnelles de la Troisième République, où ce sont effectivement les élus, les parlementaires, députés plus sénateurs, qui élisent le président de la République, Deschanel a plus de chances que Clémenceau. Et puis Clémenceau ne veut pas vraiment y aller. Il est plus ou moins poussé par ses amis. Il a toujours dit, la présidence de la République, il y a deux organes qui ne servent à rien, la prostate et la présidence de la République. Donc à un moment assez compliqué qu'il veuille ensuite devenir président de la République. Et à son âge, on a déjà l'un, pas l'autre. Exactement. Et puis au-delà de ça, en plus d'avoir dit à X ou Y qu'il serait jamais président, qu'il le détestait, qu'est-ce que ça voulait dire comme sur les relations diplomatiques avec d'autres pays? Qu'est-ce que l'arrivée de Clémenceau signifiait sur son anticléricalisme aussi? Enfin, il y a plein de sujets qui ne correspondaient plus à l'époque. Alors c'est sans doute injuste, vraisemblablement, mais bon, je pense qu'il y a des personnalités qui sont faites pour des temps de crise et que l'opinion ou les parlementaires, en tout cas, ils ne voulaient pas au moment où la paix revient. Clémenceau arrive deuxième au vote préparatoire de l'Assemblée. Et donc, en fait, il retire sa candidature et Paul Deschanel est le seul candidat qui reste. Il est donc logiquement élu avec le meilleur score de tous les présidents de la Troisième République. 734 suffrages. Voilà. Quelques suffrages étaient quand même portés sur Clémenceau, qui n'était plus candidat. Et donc, il entame sa présidence. Et puis, en fait, donc très vite, il y a cette histoire de cet épisode du train qui révèle, vous le dites, une dépression. Vous citez d'ailleurs un ouvrage et une thèse de médecine qui ont analysé le côté psychiatrique de la personnalité de Paul Deschanel et on trouve aucune anomalie. Donc c'est simplement une dépression. On pourrait presque dire aujourd'hui un burn-out. Oui, exactement. Je pense qu'on pourrait. Alors, il y a eu, avant l'épisode du train, il y a eu quelques petits incidents. Alors, est-ce que les incidents ont été, je pense qu'ils ont été analysés a posteriori, en sachant qu'il y a eu l'épisode du train et la dépression, et on s'est dit, tiens, ça commençait comme ça. Sur le moment même, ils n'ont pas forcément été vécus comme des synonymes de crise. Alors, il y a un moment, effectivement, dans le discours, il fait une visite officielle en province, il voit des mutilés de la guerre de 14, il les enlace sans doute d'un peu trop près en leur disant, venez contre moi, vous allez entendre mon cœur battre. À un autre moment, il part un peu plus vite que prévu d'un dîner parce qu'il se sent oppressé, qu'on l'attend ailleurs. Ce sont effectivement des symptômes qu'il est fragilisé, mais il a toujours été hyper émotif, hyper sensible. Joseph Caillot, dans ses mémoires, souligne combien, si de temps en temps il avait un mot un peu plus agressif contre Deschanel quand il était président de la Chambre, entre eux ils sont amis. Combien Deschanel était meurtri. Oui, il y a une forte sensibilité, je pense qu'il a une sensibilité à fleur de peau qui n'a fait que s'accentuer avec la guerre de 14, avec la bataille présidentielle, et avec le sentiment dont on parlait tout à l'heure, le sentiment d'impuissance qu'il a lorsqu'il devient président de la République.
Donc après cet épisode, il part un peu en repos, en convalescence. Il revient, mais en fait, il va démissionner très vite. Alors pour resituer... Il y a un deuxième épisode, effectivement, qui survient en septembre, juste avant sa démission. L'histoire de La Fontaine. L'histoire de La Fontaine à Rabouillet, qui ressemble en fait au syndrome d'Elpenor, c'est cet état de demi-conscience, et on le retrouve un matin, il se levait toujours très tôt, un matin vers 6h, 6h30, dans les pieds dans la fontaine, un peu la tête ailleurs. Et donc, et c'est lui qui décide de démissionner. On ne l'a pas forcé, des fois on dit le président qui a été démis de ses fonctions. Non, c'est lui qui décide de démissionner parce qu'il sait que la tâche est importante, il ne peut pas l'assumer, il ne veut pas être celui qui n'assume pas cette tâche. Pour resituer le contexte, cette démission, c'est quelque chose d'assez fréquent dans la Troisième République, parce que j'ai relevé que donc Paul Deschanel, qui était le 10e président, donc avait 9 prédécesseurs. Parmi ces 9, 4 ont démissionné, 2 sont morts en fonction et seuls 3 ont terminé leur mandat. Et après lui, d'autres aussi ont démissionné ou ont été assassinés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça nous choque un président qui démissionne. On a le précédent de Gaulle, mais à l'époque, c'était la moitié des présidents qui n'allaient pas jusqu'au bout de leur mandat. Mais c'est terrible en soi. Parce que l'Élysée sous la Troisième, c'est un peu la scomoune. Entre effectivement, il y a ceux qui décèdent durant le mandat, alors ou un accident, ou dans les bras de leur maîtresse, ou un attentat, ou qui démissionnent parce qu'ils n'arrivent pas à agir. Enfin, c'est quand même assez. C'est assez troublant. Après, on comprend aussi que beaucoup ne veulent pas y aller. On peut se poser des questions. Et puis, alors après, il revient un peu en politique, il est élu sénateur, mais on sent bien que c'est la fin. Et d'ailleurs, il meurt un an après, en 1922, d'un abcès, dans son domicile dans le 16e. En 2022. Mais on sent que, en gros, quelque chose est cassé, quoi. Le ressort est brisé. Mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Toute une carrière, toute une vie pour devenir président de la République, avoir tout refusé, même les fonctions, tout dans cette orientation-là, dans cette ambition-là, arriver à l'Élysée contre Clémenceau, et s'apercevoir qu'on ne peut pas faire ce qu'on avait imaginé pouvoir faire, qu'on n'en est pas capable, et qu'on s'est trompé toute sa vie en termes de stratégie, c'est quand même terrible. Il a toujours dit qu'il fallait être un président de la République d'influence et qu'on pouvait influencer. Alexandre Millerand, qui est plutôt un homme de gauche, a été désigné président du Conseil par Poincaré. Quand Deschanel veut intervenir à son premier Conseil des ministres, il s'aperçoit que personne ne l'écoute, et que les ministres non plus ne l'écoutent pas. Quand il veut rétablir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et parce qu'il y a eu la rupture depuis la séparation, et que en plus il suggère que ce soit Monseigneur Baudrillard qui aille prendre les premiers contacts, et qu'il dit ça à Alexandre Millerand, qui prévient Monseigneur Baudrillard, et qui dit ça à Alexandre Millerand, et que Millerand lui dit « mais ce n'est pas du tout à vous d'intervenir, c'est à moi », l'air un peu maître d'école, lui expliquant que, grosso modo, il n'a pas à faire ça. Même si Deschanel a beaucoup de travail, beaucoup d'inauguration, etc., il s'aperçoit qu'il a les pieds gelés. Ça, c'est l'expression qu'il utilise. J'ai les pieds gelés. Donc, il ne peut rien faire. Et ça ne fait qu'accentuer, je pense, son malaise et cette dépression, et ce burn-out, comme vous évoquiez il y a 2 secondes. Donc, effectivement, le ressort de la mécanique s'est cassé. Alors même s'il va rembouiller, il se remet, il revient un peu en politique en étant élu sénateur. D'abord, c'est pas les mêmes types d'électeurs, puisque le nombre de votants est quand même beaucoup plus bas. Il prépare un grand discours de politique qui doit être un discours tonitruant, mais qui tombe, il ne peut pas le prononcer au moment où il faut et qui tombe un peu à plat. En fait, oui, et puis au-delà de ça, dans l'esprit de tout le monde, et Deschanel en est conscient, il est ridicule. Ah oui. Il le dit lui-même, je suis ridicule. Et il sait qu'après, même si il y a des gens très gentils qui lui disent mais on va vous écouter, c'est important que vous racontiez. En vérité, il est démonétisé. En vérité, il sait que sa parole, c'est pire que has-been. Il sait que sa parole, parce qu'il est tombé du train et parce qu'on va commencer à avoir des rumeurs, on en reviendra peut-être ensuite sur les tas de rumeurs qui ont été dites sur lui. Il sait que sa parole n'est plus audible et ça c'est terrible pour un homme de parole justement. Et c'est quoi ces rumeurs justement et elles surviennent à partir du moment où il démissionne D'après ce que moi j'ai vu dans les archives, dans la presse, etc., en vérité, les rumeurs les plus abracadabrantesques, aurait dit Jacques Chirac, arrivent beaucoup plus tard. Quelles sont-elles ? Donc les incidents que je vous ai déjà racontés, ceux-là, ils sont vrais. Le train, Rambouillet, j'enlace un mutilé de guerre. Après, on a dit, Deschanel était tellement fou qu'il grimpait aux arbres. Personne, il n'y a aucun témoin ou quoi que ce soit. On prétend que tel ou tel était là, longue vue. Ils ne se sont jamais exprimés, il n'y a pas de témoins, etc. Vous imaginez quand même que depuis le temps, on les aurait entendus. On a dit, il y a des décrets présidentiels signés par Deschanel, avec comme signature Vercingétorix ou Napoléon. Ah oui, on va dire, regardez, il est fou, il écrivait, au lieu d'écrire Deschanel, il écrivait Vercingétorix ou Napoléon. Ou signé par son épouse, parce qu'elle était consciente qu'il était fou, et donc elle prenait sa main et elle signait à sa place.
Là encore, c'est vérifiable. Il suffit d'aller regarder tous les décrets qui ont été publiés sous son court mandat, et ça a été fait par Jean Favier, très grand historien, aux Archives nationales. Aucun décret de sa présidence n'a une autre signature que la sienne, ni n'a Vercingétorix ou Napoléon. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses comme ça qui ont été... On a dit aussi qu'il avait reçu un ambassadeur entièrement nu, avec juste le cordon de la Légion d'honneur. Vous imaginez quand même, si ce genre de... Même à l'époque, si ce genre d'anecdote, on n'aurait pas d'abord su qui était l'ambassadeur, lui-même n'aurait pas écrit quoi que ce soit pour raconter... Ça tient pas. En fait, il y a eu... Deschanel, c'est le fou pratique de l'histoire. C'est-à-dire que, comme ça arrive souvent dans plein de pays, et notamment en France, de temps en temps, il y a des gens qui sont, ou des journalistes, ou etc., qui ont besoin de faire un peu de scandale, qui font des livres un peu rapidos en inventant quelque chose. Et en l'occurrence, c'est un livre qui est sorti, toutes ces histoires sortent d'un livre qui est sorti dans les années 30. Alors ça fait du buzz. Alors je suis éditeur, je devrais me dire, faut qu'on fasse attention à ce qu'on publie, et c'est vrai. Ça fait du buzz sur le moment, c'est pas vérifié. Mais le livre, il existe. Et donc, quand les historiens derrière, quand d'autres personnes vont faire des livres derrière, vont repartir de toujours du même. Eh oui, ils prennent pas la source d'origine. Ils prennent pas la source d'origine et ils colportent à chaque fois la même chose sans la vérifier. Et quand en plus ce sont souvent des journalistes qui, et j'ai rien contre les journalistes, hein, je le suis par ailleurs. Mais on peut être journaliste et vérifier aussi ses sources. Qui font des compiles ou des livres un peu vite faits au moment d'une élection présidentielle. C'est plus simple de reprendre celui qui a déjà fait un bouquin. Des fois, ils y croient sincèrement. Et c'est comme ça qu'on colporte des contre-vérités. Il y a un très bon livre qui est une des références sur l'histoire des présidents de la République, c'est d'Adrien Dancette. Adrien Dancette n'a jamais dit Vercingétorix, Napoléon ou entièrement nu avec un cordon de la Légion d'honneur. Donc il y a des choses vraies, c'est pas la peine d'en rajouter, c'est déjà suffisamment douloureux pour lui, etc. Et suffisamment important dans l'histoire, sans raconter des calembredaines. Oui. Non, c'est vrai, c'est dommage que ça reste dans sa postérité, parce que, en plus, en lisant votre livre, on se rend compte que c'est un personnage plutôt sympathique. Il a pas l'air d'avoir d'ennemis majeurs, il a l'air d'être apprécié par ses contemporains, donc c'est dommage que cette image reste. Et une dernière anecdote que vous citez, c'est que lui, le grand orateur, avait refusé qu'on fasse un discours lors de son enterrement. Oui, je trouve que c'est un symbole en fait de toute sa vie et aussi de cette fin de vie martyrisée, en tout cas dans son esprit. C'est tout d'un coup, il n'avait plus le droit à la parole puisque plus personne ne l'écoutait puisqu'il n'était plus audible. Pour terminer, Thierry, je voulais mettre un coup de projecteur sur un film qui va sortir le 7 septembre, donc à la rentrée prochaine, qui s'appelle Le Tigre et le Président, qui raconte la rivalité romancée bien sûr entre Paul Deschanel et Clémenceau. Vous avez peut-être pu voir une campagne de publicité avec votez Clémenceau et votez Deschanel pour les élections 2022, avec leur programme actualisé. Donc c'est un film qui est réalisé par Jean-Marc Pierrefitte, dans lequel André Dussolier interprète Clémenceau et Jacques Gamblin interprète le président Deschanel. Donc je vous propose qu'on aille le voir ensemble à la rentrée. Avec grand plaisir, mais je trouve très beau. Et ça aussi, c'est la magie des univers dans lesquels on est, de voir que 100 ans après la disparition de Deschanel, qui est mort en 1922, à la fois on peut reparler de lui grâce à vous, merci beaucoup de m'accueillir, et voir, même si c'est une fiction, mais imaginez Gamblin en Deschanel et Dussolier en Clémenceau, je pense que ça peut être un beau moment. Et les voir tout d'un coup incarnés comme ça, personnages romanesques. Il y a eu une fois un téléfilm qui était avec Paul Gers qui représentait Paul Deschanel, qui était plutôt bien fait. Mais la Gamblin Dussolier, j'ai hâte de... Il y a une bande-annonce et un extrait qui sont déjà disponibles sur Internet, donc je vous invite à aller les voir. Merci beaucoup Thierry Billard d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Paul Deschanel, le président incompris, c'est aux éditions Perrin, et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour partager ce podcast et le faire connaître, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci.